Il y a beaucoup de questions qui vont vous être adressées, Voilà. Claudette, et je pense que c'est peut-être l'occasion maintenant Voilà, oui, je pense. d'aborder les questions qui nous sont parvenues par SMS. On s'accorde une vingtaine de minutes pour rester tous ensemble, c'est-à-dire les 10 départements, puis ensuite on procédera au décrochage pour que chacun puisse échanger en cercle plus restreint. Alors, je te donne la parole. Viens, Jean-Marcel. Ou Virginie, hein, si vous avez fait une synthèse des questions. Voilà, on va de positionner le micro correctement, si j'ai tout bien compris, bien en dessous. Voilà. Après, oui, on y revient juste après. Alors effectivement, au niveau des questionnements, alors on a déjà, on a récolté des suggestions qui s'adressera à Aurélie ensuite. On a 2 remarques à la suite du propos d'Annie, et puis on a 3 questions qui s'adressent à vous, Claudette. Et la première, c'est le risque que l'État belge interdise l'accès des Français aux services de suicide assisté et d'euthanasie est-il réel, et pour quel motif? Oui, c'est réel. Le docteur Deloc me le dit souvent, il y a déjà des hôpitaux qui ont fermé leurs portes à Bruxelles parce qu'ils ne veulent pas être débordés par les Français. C'est vrai que pour chaque euthanasie, les médecins ont des papiers à remplir, et puis eux, ils sont là pour soigner des Belges, en fait. Ils ne sont pas là pour récupérer tous les Français qui veulent aller mourir chez eux. Donc oui, le risque est réel. Mmh. La deuxième question nécessiterait des exemples de poursuites qui auraient pu être faites par un proche français contre les dispositifs belges ou suisses après une fin de vie dans un de ces pays. Alors il faut savoir qu'en Belgique, une euthanasie est déclarée mort naturelle. Déjà au départ, je pense que la loi a prévu ça pour éviter justement les problèmes avec les assurances et au niveau des familles. Donc c'est déclaré mort naturelle. Et puis il n'y a pas de loi qui interdit à un Français d'aller mourir en Belgique. Il n'y a pas une loi qui interdit à un médecin belge d'aider un Français. Donc non, même moi je me considère comme dans la loi, quelle qu'elle soit, des deux pays. Et enfin, la troisième question, c'était faut-il être citoyen belge ou suisse pour bénéficier de ces actes? Non, justement, puisque je suis là pour aider les Français, voilà. Donc que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse. D'ailleurs, en Suisse, il y a des associations qui n'aident que des étrangers, parce que en Suisse, ils n'aident pas que des Français. Ils aident les citoyens du monde entier, en fait. Hein. Et en Belgique, ils ont quelques demandes quand même d'anglais, d'allemand, et ils aident dans la mesure de leurs possibilités. Mais c'est vrai qu'au niveau des médecins jeunes, il n'y en a pas beaucoup qui veulent se lancer. Donc on risque quand même de se retrouver sans possibilité d'être aidé à l'étranger. En Belgique en tout cas. Alors est-ce qu'on poursuit peut-être avec les autres remarques relatives toujours au sujet ? Faire d'ici, puisque ça s'adresse à vous. Il y a des personnes qui demandent si vous pouvez indiquer les lieux exacts en Belgique et en Suisse. Les lieux exacts, c'est Bruxelles. Pour moi, en tout cas, j'aide avec un médecin de Bruxelles. Je pouvais aider avec 2 médecins que j'avais trouvés derrière la frontière à Longwy. Mais depuis l'émission qui est passée sur Envoyé spécial et où la journaliste a montré la maison de retraite dans laquelle on pouvait aider, la directrice de la maison de retraite a décidé d'arrêter toute aide parce que il y a des pensionnaires dans cette maison de retraite et elle ne voulait pas que son établissement passe pour un établissement euthanasieur de Français. Donc du coup, depuis l'émission d'Envoyé spécial, on ne peut plus aider certaines personnes ici dans la région. Une autre question, s'il vous plaît, concernant les personnes atteintes de déficience intellectuelle, peuvent-elles faire appel au dispositif de fin de vie en Belgique? Il faut avoir toute sa conscience. Excusez-moi, il y a les questions qui arrivent. Quelqu'un qui précise que pour que le malade puisse choisir à quel moment cela devient insupportable,
Il faudrait que les médecins donnent un peu plus de détails sur l'évolution de la maladie. Et la question est de savoir ce qu'il se passe si, entre-temps, le malade devient aphasique. Bien, s'il est aphasique, c'est pas un problème dans la mesure où il peut écrire, où il peut s'exprimer. À partir du moment où on peut comprendre ce qu'il demande, c'est recevable. D'accord. Oui, je pose une dernière, si tu veux bien, donc qui est personnalisée. Ma volonté de mourir sans souffrance doit-elle être mentionnée dans mon testament et sera-t-elle respectée? C'est ce que j'ai convenu avec le notaire. C'est les directives anticipées. Alors il faut quand même savoir qu'en France, on peut écrire ces directives anticipées, mais que la loi prévoit que le médecin peut ne pas les respecter. Dans 2 cas de figure, s'il les juge, il y a un nom inapproprié, voilà. Si le médecin les juge inappropriés, ou alors en cas d'urgence. Mais c'est quand même un comble que quand on écrit quelque chose, un médecin puisse venir derrière pour dire, bah non, finalement, ce qu'il a écrit, c'est inapproprié, donc je ne les applique pas. Et on a une question dans le même registre. Qu'en est-il des personnes victimes d'un accident, AVC, accident de voiture ou autre? Doit-on écrire au préalable nos volontés et les déposer auprès de son médecin ou autre? Oui, dans tous les cas, il vaut mieux les écrire, ces directives anticipées. Et par exemple, dans le cas d'un accident de voiture en Belgique, la personne pourra être aidée à mourir parce que c'est quelque chose qui arrive soudainement. Donc on sait ce qu'il voulait la veille quand il l'a écrit dans ses directives anticipées. C'est pas comme quelqu'un qui plonge dans la maladie d'Alzheimer et qui le matin va dire oh, youpi, la vie est belle, l'après-midi je veux mourir. Les médecins ne sauront plus à quel moment il dira la vérité. Donc c'est plus compliqué quand ce sont ces maladies-là. Par contre, un AVC, un accident de voiture, ça marche avec les directives anticipées. Alors on va poursuivre peut-être avec le retour sur le témoignage d'Aurélie, où on reçoit ce message. Donc le témoignage d'Aurélie est très fort, bouleversant, digne et plein d'humanité. Un magnifique plaidoyer, et il mérite d'être publié au moins dans Valeurs mutualistes. Voilà une suggestion. Merci. Et enfin, il y avait 2 remarques suite à la présentation d'Annie, voilà, qui nous dit « Je trouve très intéressant de proposer de former les médecins qui sont plus opposés à l'aide active à mourir que la société. Et que dire des professionnels des soins palliatifs ?» Alors, si je peux répondre, effectivement, nous avons, disons, comme objectif de former les médecins déjà à l'aide médicale à mourir si elle est dépénalisée, mais aussi parce que nous pensons vraiment qu'il ne faut pas garder cette frontière entre les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir, comme en Belgique. Si vous avez lu le livre de Corinne Van Eutz, l'euthanasie au seuil des soins palliatifs, on est en soins palliatifs en Belgique. À un moment donné, on dit c'est fini, je ne veux plus aller plus loin, pour différentes raisons, eh bien on vous fait une aide médicale à mourir. Donc c'est ça qu'on voudrait obtenir. Et ce que l'on voudrait, c'est qu'en France, il n'y ait pas uniquement un programme de formation organisé par l'ASFAP, parce que l'ASFAP est absolument hostile à l'aide médicale à mourir. Pour elle, c'est pas un soin. Enfin, vous avez dû entendre Claire Fourcade. Donc ce qu'on voudrait, nous, c'est constituer un programme de formation continue dans lequel on aborderait à la fois comment aborder l'aide médicale à mourir avec les patients, l'écoute et puis exactement le procédé médical, et puis également les soins palliatifs, de manière à ce qu'il n'y ait plus cette frontière et qu'un médecin puisse entendre à la fois le souhait d'un malade d'aller encore essayer de vivre parce que sa famille, pour différentes raisons, et puis qu'à un moment donné, il sache entendre que là, il est au bout du chemin et il préfère partir. Donc c'est ça notre objectif. Et donc c'est Denis Labelle, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a fait ce livre très intéressant, Le médecin, la liberté et la mort, l'année dernière chez Plomb, et qui avait, il y a 10 ans, fait un autre plaidoyer, Pitié pour les hommes, qui également était sur l'aide médicale à mourir. Donc c'est ce sur quoi on travaille.
Puis ce que je voulais ajouter aussi, c'est que la commission médicale, j'ai pas voulu en parler parce que je savais que tu en parlais, mais elle est aussi à l'écoute à l'heure actuelle de toutes les personnes adhérentes ou pas de l'association qui nous téléphonent souvent pour nous dire, écoutez, là j'ai une maladie, je suis dans une impasse médicale en France, je cherche une solution, j'ai une maladie de Charcot, j'ai le Parkinson avancé, j'ai un cancer, je suis au bout des chimiothérapies, qu'est-ce que je peux faire? Et donc ces médecins, effectivement, valident comme Claudette le fait avec le docteur Deloc, si effectivement la maladie est incurable, si effectivement il n'y a aucune solution, plus du tout de solution, et à ce moment-là, les médecins l'orientent. Alors on a aussi d'autres réseaux en Belgique, à Liège notamment, à Liège ou en Suisse où on travaille également avec d'autres associations. Voilà, donc on accompagne les personnes à la fois sur le plan médical et puis après sur le plan faire le dossier, parce que pour la Suisse c'est très compliqué. Le dossier pour un Français être accepté en Suisse, c'est très compliqué. Très compliqué. Il faut déjà trouver, comme tu le disais, un médecin en France, un psychiatre qui fasse un certificat de capacité de discernement. De manière que la personne soit, oui, elle sait bien qu'elle va mourir ensuite, qu'elle ne reviendra pas, etc. Donc il faut trouver ça. Et puis il faut remplir des tas de documents pour prouver l'identité des personnes. Enfin, voilà. Donc on les aide aussi sur ce plan-là. Et on a l'ambition aussi, mais nous n'avons pas encore les moyens de le faire, parce que la situation aujourd'hui est très très inégalitaire en France. Si vous avez des réseaux, si vous avez les moyens de dépenser 8 000, voire 10 000 euros, voire un peu plus, vous pouvez aller en Suisse. Si vous n'avez pas les moyens, vous restez en France à mourir misérablement. Et donc on a aussi comme objectif d'essayer de faire une sorte de cagnotte pour aider les personnes qui ne pourraient pas. Voilà. En espérant quand même que d'ici là, nous aurons en France une loi qui permettra à un certain nombre de personnes qui vivent des impasses médicales de ne plus avoir à passer les frontières, parce que c'est quand même une épreuve difficile aussi pour la famille. Voilà. Alors une remarque par rapport aux propos tout à l'heure, je lis, vous dites qu'en France domine l'idée que si la personne ne souffre plus, elle ne veut plus mourir. Et pourquoi ne pourrait-on pas vouloir mourir en estimant avoir vécu une bonne vie? D'être à la fin tout simplement sans passer par la nécessité de souffrance ou de maladie. Alors, je pense que j'ai pas dit que... Non, je pense que, si vous voulez, c'est uniquement la personne qui peut apprécier ses souffrances. Aujourd'hui, c'est les médecins qui apprécient. Dans la conception française, c'est les médecins qui jugent si les souffrances sont recevables ou non, supportables ou non, ou bien ont dépassé un seuil de... Non, c'est à la personne d'apprécier ses souffrances. Et dans les souffrances, il n'y a pas que les souffrances physiques. Il y a aussi les souffrances psychologiques, morales qui sont à prendre en compte. Alors, la personne aborde aussi un autre plan qui est de dire ma vie est accomplie, finalement, et pourquoi pas mourir. Bon, ça, dans aucun pays à l'heure actuelle, on ne tolère cette possibilité. Dans tous les pays qui ont mis en place une aide médicale à mourir ou un suicide assisté, il faut être atteint d'une maladie incurable pour laquelle les médecins ne peuvent plus rien faire d'autre que de vous aider à partir de l'autre côté, si je puis dire. Donc pour l'instant, c'est effectivement une posture philosophique. Alors ça pourrait, par exemple, pour des personnes très âgées atteintes de polypathologie, c'est-à-dire qui souffrent de polypathologie, ils ne marchent plus, elles ne voient plus, elles ne peuvent plus lire, elles ne peuvent plus entendre, et ça c'est incurable. On n'a pas de solution aujourd'hui, on n'a pas de potion de jouvence qui vont leur redonner la vue. Bon. Donc on peut considérer qu'à ce moment-là, pour ces personnes, il y a à la fois une réflexion sur ma vie est accomplie, elle a été très riche, et puis finalement, telle que je suis, j'ai des polypathologies qui pourraient rendre recevable, je crois qu'en Belgique c'est le cas, une aide médicale à mourir. Mais se dire tout simplement ma vie est accomplie, là aucun pays n'a fait ce chemin, si je puis dire. Voilà. Mesdames, il y a plusieurs personnes qui demandent les coordonnées de vos associations respectives. Oui. Donc on prendra peut-être un petit temps avant de se quitter. Oui. Et puis pour rester dans le cadre des questions, il faut que je retourne. Question qui me semble...
intéressante. Qu'en est-il de la situation des mineurs par rapport à la mort choisie? Alors, les mineurs, nous en tout cas, dans notre... l'exemple que nous avons, c'est la Belgique, qui tolère que des mineurs, mais atteints de maladies incurables, de cancers à répétition, etc., qui, au bout du compte, avec l'accord des parents, parce que c'est pour eux, c'est l'enfer, on accepte effectivement en Belgique. Oui, il y en a eu 4, donc c'est pas beaucoup. Nous-mêmes, comme la Convention citoyenne, qui avait ouvert la possibilité à des mineurs dans ces cas-là, nous pensons que pourquoi laisser souffrir des mineurs atteints de maladies incurables et pourquoi ne pas leur laisser la possibilité comme à des adultes. C'est la position de notre association. Je ne crois pas que le gouvernement nous suive sur ce plan-là. Je crois que dans les projets que nous avons vus, notamment le projet de Renaissance, malheureusement, le cas de ces mineurs risque d'être exclu. Voilà, nous le regrettons parce que c'est une souffrance. Un mineur souffre autant qu'un adulte et c'est regrettable. Voilà. Comment on peut vous nous joindre? Nous avons un site internet. J'ai apporté des dépliants que je vais mettre sur la table. Donc nous avons un site internet, choisirmafoindevie.org, sur lequel nous avons notre contact et nous avons aussi une ligne téléphonique pour les personnes qui nous joignent, voilà, qui veulent nous prendre contact avec nous. Voilà. Et puis nous avons dans les régions, alors malheureusement Charleville-Mézières, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'antenne, mais nous avons 12 antennes en France également, en Bouches-du-Rhône. Donc tout cela est sur notre site internet. Malheureusement, notre site internet n'est pas sur votre... Ah bah ça s'affiche, bah c'est très bien. Bah, c'est très très bien. Voilà. Et je vais sortir les dépliants tout à l'heure. Voilà. Même question, Claudette. Peut-on vous joindre? Si oui, comment? Oui, moi j'aide à titre personnel. Donc je vais vous donner mon numéro de téléphone, tout bêtement. C'est le 03 82 23 11 65. Vous pouvez me joindre à ce numéro-là après 10h30 parce que j'ai un mari qui est... Matin ou soir? Non, le matin. Qui n'est pas en très bonne santé, donc pas avant 10h30 le matin, mais autrement, vous pouvez me joindre. Alors, 03 82 23 11 65. Nous avons sur notre site le numéro de téléphone. Oui. Nous avons également sur notre site le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre. Il y a 2 numéros de téléphone d'ailleurs, que je ne sais pas par cœur, mais ils sont sur le site. Merci. Je crois que le moment est venu de nous séparer et de passer aux décrochages départementaux. Une dernière question. Une dernière question, alors je crois qu'elle est adressée à la MGEN. Elle est importante, oui. Et la MGEN dans tout ça, qu'en est-il au-delà du pacte et du manifeste? Et donc ça permettra peut-être de conclure. Oui, alors effectivement, la MGEN a une ambition par rapport à son positionnement sur la fin de vie, c'est de ne pas être dans le dire seulement, mais d'associer le faire au dire. Alors le dire, vous l'avez compris, c'est promouvoir le pacte progressiste. On a aussi rencontré les parlementaires à l'automne dernier. Et le faire, ça va être l'objet de décisions à la prochaine Assemblée générale, c'est-à-dire très prochainement au mois de juillet. On s'est préoccupé de voir comment on pouvait mettre en cohérence notre positionnement et nos actes, c'est-à-dire en tant que mutuelle, quel service et quel accompagnement pourrait-on mettre en œuvre sur ces questions de fin de vie. Alors, d'un point de vue très pratique déjà, la MGEN a des établissements de santé, notamment à la Verrière, où on a des unités de soins palliatifs, qui a été précurseur. Dès les années 90, on avait créé une vraie unité de soins palliatifs, c'est-à-dire une structure dans laquelle on peut mourir comme à la maison, pour dire les choses rapidement. Et peut-être, alors, les propositions ont été faites par des salariés de la MGEN, par des militants, sur quel service et quel accompagnement pourrait-on mettre en œuvre.
je peux pas vous répondre parce que l'Assemblée générale n'a pas prise de décision, mais si vous voulez, ça pourrait être quelque chose comme mieux communiquer en direction de nos adhérents sur les directives anticipées, par exemple. Voilà des exemples de services qu'on pourrait mettre en œuvre dans les mois qui viennent. Mais vous en saurez plus très prochainement, et on vous tiendra informé. En tout cas, merci d'avoir suivi. Oui, on va rediscuter ensemble, hein, pas de problème, on continue. Merci, je parle aussi pour tous les adhérents qui sont répartis sur l'ensemble de la région Grand Est. Donc on va pouvoir se séparer et discuter entre nous à l'échelle de nos départements réciproques. Merci de nous avoir suivis. Désolé pour les problèmes de son qui vous ont peut-être perturbé. C'est fatigant, je le sais, on le sait, de suivre parfois des discussions en visioconférence. En tout cas, on a été très heureux de partager ce moment avec vous tous. Donc, à l'année prochaine pour une nouvelle rencontre mutuelle, et un très grand merci à nos 4 intervenantes. Bonne soirée.